petite salle, petit spectacle à 18h30, qui dure 1 heure et qui en réalité devrait durer qu'une demi-heure parce que Jacques Nerson a encore frappé. non, mais c'est une œuvre magnifique, mais vraiment, je crois qu'on peut dire sublime. Le thème, ce sont deux personnes, dont un vieillard, qui regarde une maison dans laquelle il y a une famille qui vit paisiblement et qui voit par la fenêtre, qui va casser ses occupations, etc. Et ils n'arrivent pas à entrer dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs d'une nouvelle affreuse, c'est qu'un des enfants de cette maison s'est noyé dans la rivière. Et comme ils n'arrivent pas à briser ce bonheur, cette paix, ils sont devant, il y a le vieillard, il y a l'étranger, il y a deux femmes, Marthe et Marie, comme par hasard, et on reste tout le long de la représentation devant cette maison sans entrer. Alors, est-ce que c'est pas ça qui pourrait faire la force justement de la pièce? Alors c'est une pièce qui était à l'origine destinée à des marionnettes. On voit très bien pourquoi Maeterlinck préférait peut-être des marionnettes, mais c'est pas la question, c'est que le metteur en scène, qui est un excellent comédien, mais qui joue pas dans le spectacle, qui s'appelle Nadim Boujna, a choisi de ralentir énormément le rythme. Et en plus, il a choisi pour jouer le vieillard un acteur qui est un bon acteur, Thierry Ancis, très bon acteur même, mais à qui il demande de prendre une petite voix chevrotante qui est complètement ridicule. Et ce qu'il y a, c'est qu'au fond, ils commettent l'erreur terrible de donner un style de jeu particulier à une pièce parce qu'elle est poétique. C'est-à-dire que vous avez par exemple des acteurs qui jouent Claudel ou qui jouent Tchekhov et qui se mettent tout à coup à chanter, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'un texte est poétique qu'il n'est pas concret. Et l'acteur, lui, il est concret, il doit le rester. Si les mots s'envolent vers le ciel, tant mieux. Mais ça, c'est le travail de l'auteur, c'est pas le travail de l'acteur. Donc on comprend que cette mise en scène ne vous a pas tellement impressionné. Plus joyeuse, la reprise par le couple Jaoui et Bakri de 2 pièces de théâtre qui ont fait leur réputation, leur succès. C'est Cuisine et Dépendance et Un air de famille. Vous avez vu les deux, Jacques? Oui, j'ai vu les deux, et à la file d'ailleurs, et sans vraiment l'avoir regretté. Au contraire, je crois qu'on néglige beaucoup les auteurs comiques. On a négligé Roussin, qu'on reprend maintenant plus souvent. On a négligé Achard, etc. Et on faisait au fond un peu la même chose avec Jaoui et Bakri. Le public ne les a jamais négligés. Oui, mais c'est-à-dire que le succès paradoxal de ces deux spectacles, il y a 25 ans à peu près, les a éloignés du théâtre. Ils n'ont plus jamais écrit pour le théâtre après. Parce que peut-être ça marchait trop bien, parce que le cinéma les avait happés, Alain Resnais entre autres. Et donc, puis Agnès Jaoui est devenue réalisatrice. Et donc, je trouve cette reprise vient opportunément nous rappeler qu'ils ont vraiment un très grand talent et qu'ils arrivent à distraire de façon élevé et sensible, ce qui est assez rare dans le théâtre de divertissement. Alors, il y a tout de suite des gens qui emploient le mot de théâtre de boulevard, mais c'est un boulevard sans coucherie, c'est un boulevard qui parle de fraternité au contraire et qui montre, et c'est, je pense, toujours valable 25 ans après, même si on n'emploie plus les francs, même si les téléphones sont devenus mobiles, eh bien, pour autant, il reste quelque chose, c'est l'admiration béate et même imbécile que les gens ont devant la télévision. Et c'est le thème commun de ces deux comédies. Dans l'une, il y a des gens qui habitent un type célèbre et qui, du coup, sont assez ingrats vis-à-vis de leur famille, de leurs proches, parce que toute la célébrité passe avant. Dans l'autre, c'est un repas de famille, il y a un fils qui vient d'être quitté par sa femme et qui est ravagé, mais tout le monde s'en fiche parce que l'autre fils est passé l'après-midi même à la télévision. Régional. 2 minutes et demie. Un mot, une seconde sur la mise en scène d'Agnès Jaoui. C'est Agnès Jaoui qui a repris la mise en scène et elle s'en tire très bien. Petite préférence pour Un air de famille, pièce un petit peu mieux faite et un petit peu plus profonde que l'autre. Et puis la nouvelle distribution avec Grégory Gadebois et Léa Drucker est vraiment excellente. Merci beaucoup, Jacques Nerson. On vous retrouve bientôt à ce micro et dans l'intervalle. C'est à la Porte Saint-Martin, oui, une des plus grandes salles de Paris. Dans les colonnes de l'Obs, nous pourrons lire vos articles. Merci encore.
Dernier moment de cette semaine de la Compagnie des auteurs consacrée à François Rabelais. Je reçois à présent Pierre Lepape, feuilletoniste jusqu'en 2002 du Monde des livres et auteur également, notamment du livre Le pays de la littérature, des serments de Strasbourg à l'enterrement de Sartre, publié en 2003 dans la collection Fiction et compagnie. Un livre dans lequel Pierre Lepape racontait le feuilleton justement tumultueux de l'art d'écrire dans la langue française, et cela sur 11 siècles. Et Rabelais a été un jalon évidemment important dans cet art d'écrire, lui qui, comme le dit François Bon, a participé à l'invention de la langue française. Je pense surtout que même au XVIe siècle, une très large partie du vocabulaire de Rabelais ne pouvait pas être compris. Par exemple, à la fin du livre, ils se sont obligés d'expliquer ce que c'est le mot phare. Avec une très belle phrase, dire autour, sur le rivage de mer, auquel, au temps de tempête, les mariniers allument un feu, comme vous pouvez voir à La Rochelle et Aigues-Mortes. Évidemment, nous, ce mot-là, on le connaît, mais c'est pourtant un mot ancien, donc ça vient de Pharos, il y a le phare d'Alexandrie. Mais c'est comme si Rabelais mimait par ses récits et narrativement inventait une espèce de geste de mime qui justement avait, peut-être pas pour but, mais en tout cas se comportait de façon à associer au mot la petite valise de sens qui va avec. À un moment où la langue française, ça représente peut-être un quart ou un tiers du territoire actuel. Les Bretons parlent breton, les Occitans, et partout, hein, on ne peut pas se comprendre. C'est la formation de cette espèce d'État-nation là, qui est en genèse, et la langue accompagne ce mouvement. Et la langue qui devient dominante, c'est la langue de là où séjournent les rois de France, c'est-à-dire le brave patois de Saumurois. Bonjour Pierre Lepape. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous diriez comme François Bon que Rabelais a inventé ou a participé à l'invention de la langue française, vous qui êtes historien de la littérature? Rabelais a inventé sa propre langue, je dirais, avant même d'inventer une langue française. Il a pris toutes les langues qui pouvaient être parlées sur le territoire du royaume à son époque. Il a repris les langues anciennes dont les évangélistes s'occupaient, le latin, le grec, pas tout à fait, pas l'hébreu, mais manifestement il fait une recherche de ce côté-là aussi, et il a essayé d'inventer une langue qui soit à la hauteur de son projet littéraire. Je veux dire, son but n'est pas de forger une nouvelle langue, mais de se forger une nouvelle langue, et une langue qui ne soit pas une langue morte, qui soit une langue vivante, une langue. Mais évidemment, les gens de son époque ne comprennent pas davantage la langue de Rabelais que nous la comprenons aujourd'hui. Je veux dire, c'est aussi obscur quelquefois pour eux que ça l'est pour nous. C'est pour ça que l'idée, en effet, de traduire Rabelais en langue française et moderne est assez étrange quelquefois, parce que la langue de Rabelais, elle n'est pas traduisible. C'est exactement l'équivalent de ce que pourrait être, par exemple, pour la langue anglaise, l'Ulysse de Joyce. Cela dit, même Marie-Madeleine Fragonard, qui a traduit donc Rabelais dans le quarto dont on parlait mardi dernier, explique qu'il ne s'agit pas évidemment de remplacer la langue originelle, mais plutôt de permettre, en mettant justement vis-à-vis les deux textes, une appréhension plus facile, et du coup permettre à beaucoup de gens de rentrer dans l'univers de Rabelais. Oui, c'est plutôt la graphie de Rabelais qu'on transforme plutôt que la langue elle-même. Ça veut dire que la langue de Rabelais, de toute façon, se situe à un moment de l'évolution de la littérature où l'écrit est en train de petit à petit supplanter l'oral. Mais la majorité des lecteurs, entre guillemets, de Rabelais l'écoutent. François Ier, qui ne sait pas lire, se fait lire Rabelais par ses...
alors, il rit très fort, il aime beaucoup ça. Alors après, il va se forcer à rire moins parce que Rabelais a dépassé des limites qu'il ne peut pas accepter. Il lira en Mais- privé, il se fera lire en privé, il fera rira lire en privé. mais voir que la plupart des auditeurs, des lecteurs de Rabelais sont des auditeurs. Et donc que c'est une langue qui est faite pour être dite avant même d'être lue. Et la compréhension de Rabelais, elle est peut-être précisément dans le langage, puisque on est dans un siècle, on en parlait avec Jean-Marie Laclaftine, qui aime comprendre, qui aime compartimenter. On cherche aussi évidemment à comprendre Rabelais. Est-ce que son plus haut sens, son sens le plus subtil, ne serait pas justement dans le langage? Pierre Le Pape. Je crois que ce contre quoi se bat Rabelais, ce sont toutes les langues qu'il appelle les langues gelées, c'est-à-dire les langues que les savants, en particulier les gens de la Sorbonne, etc., se mettent à interpréter, se mettent à charger de sens, se mettent à gloser, alors que la langue doit agir. Pour Rabelais, l'essentiel de la langue, ça n'est pas ce sont pas des sens cachés, ce sont des sens réels qui sont ce qu'il y a dans le texte. Il y a ce qu'il dit et ce qui agit. Alors je vais être obligé de faire comme tous ces gens qui cherchent à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui agit? Une langue qui agit, c'est une langue qui parle immédiatement à la fois à l'esprit et à la sensibilité des gens qui l'écoutent. Une langue qui dit exactement ce qu'elle veut dire et rien d'autre. Dire que pour son malheur, d'ailleurs, Rabelais a été lui-même interprété, a été glosé, on a cherché des sens cachés dans ce qu'il écrivait, alors que je pense qu'il n'y a pas de sens caché de Rabelais. Que tout ce qu'il dit est ce qu'il veut dire et rien d'autre. Alors, c'est la fameuse substantifique moelle dont on a tant parlé, etc. Mais ça veut dire simplement que la langue, c'est la moelle de la pensée. Et que faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas essayer de geler de nouveau cette langue qui est une fusion, qui est quelque chose qui doit agir immédiatement sur les lecteurs. Qui est une langue vivante. Qui est une langue vivante. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de François Rabelais avec Pierre Le Pape, auteur du livre Le pays de la littérature, des serments de Strasbourg à l'enterrement de Sartre dans la collection Fiction et compagnie. Un livre dans lequel, Pierre Le Pape, vous consacrez un chapitre précisément à Rabelais. Et vous avez choisi l'affaire des placards pour parler de Rabelais. Vous auriez pu prendre beaucoup d'autres épisodes, vous auriez pu développer sur ce que vous venez de dire sur le langage, bien que vous en parliez également un petit peu. Mais pourquoi avez-vous choisi cette affaire des placards dont on va précisément parler? Parce que Gargantua, dont je parlais essentiellement, est un livre politique. Je veux dire que au moment où les choses se passent, il y a un véritable affrontement qui se passe, un affrontement intellectuel, un affrontement politique entre, je dirais, les forces traditionnelles de l'Église, qui sont représentées essentiellement par la Sorbonne, et puis les forces qu'on peut appeler, après Erasme, les évangélistes. Les évangélistes qui sont pour une lecture, un christianisme qui s'inspire essentiellement et uniquement de l'évangile. Donc une forme de réforme alors Une sorte une première réforme. On